Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Rénovéco, qui portera, comme vous le voyez, sur les travaux d'amélioration énergétique vers une vision globale et performante. Donc je vais commencer par vous faire une petite présentation de Rénovéco, qu'est-ce que c'est. Et ensuite Cyril, qui est conseiller Rénovéco, enchaînera avec le plus intéressant. Donc pourquoi des bâtiments économes en énergie? Qu'est-ce qu'un bâtiment économe en énergie? Où part votre énergie et donc votre argent? Et terminera avec les clés d'un bâtiment économe en énergie. Alors, Rénovéco, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Lorraine Ponel et je travaille à Dijon Métropole. Mon rôle, en fait, c'est de faire vivre Rénovéco. Et Rénovéco, c'est le service public de l'amélioration de l'habitat privé. Vous voyez qu'on a écrit guichet unique. C'est vraiment la porte d'entrée pour tous vos travaux de rénovation si vous habitez dans l'une des 23 communes de la métropole. Donc on parle de travaux de rénovation énergétique et aussi d'adaptation des logements. Donc c'est l'adaptation par rapport à la mobilité. Une salle de bain adaptée à une personne âgée, par exemple. Donc Rénovéco, le service public, quel est son rôle? C'est de vous conseiller et de vous accompagner dans tous vos projets de rénovation. Donc, quels que soient vos revenus, tant que vous habitez à Dijon Métropole et quelle que soit la nature de vos travaux. Et donc, la grande question maintenant, c'est comment contacter Rénovéco? Vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Donc, vous le voyez, Rénovéco, c'est un espace conseil France Rénov'. Vous avez sûrement entendu les communications de l'État depuis le début d'année. Et vous avez sur vos sièges des petits flyers, vous avez les coordonnées au dos. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place au plus intéressant à Cyril pour qu'il vous présente la suite. Bonjour à tous. Comme l'a dit Lorraine, donc moi je suis un conseiller Rénovéco. Voilà, je travaille au niveau de la métropole pour informer et renseigner les particuliers sur tout ce qui est rénovation énergétique de l'habitat privé. Alors, déjà, pourquoi avoir un bâtiment économe en énergie, hein? Déjà, en fait, les bâtiments, vous voyez que c'est le deuxième secteur de consommation d'énergie après le transport. Donc voilà, c'est un secteur important au niveau des consommations d'énergie finale. Et après, vous voyez, en fonction des couleurs, on voit à peu près quel type d'énergie va être consommé. Contrairement au transport, on a plus de variété. On est moins sur les produits pétroliers, même s'il y en a. Mais voilà, c'est quand même un secteur important sur lequel on peut faire des économies d'énergie, donc en travaillant sur l'enveloppe qu'on va voir juste après, et puis les systèmes de chauffage. Et justement, vous voyez que dans un bâtiment, donc pour un ménage, en moyenne, on va avoir donc ça c'est sur la Bourgogne, 74% des consommations d'énergie du logement qui vont être pour le chauffage. Donc c'est vraiment le premier poste, de façon majoritaire et de façon importante, c'est sur le chauffage. Après, on va avoir l'eau chaude sanitaire et l'électricité spécifique. Donc quand nous, on parle d'électricité spécifique, c'est hors chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson. Donc quand on va rénover le logement, si on a un logement économe en énergie, on va pouvoir travailler beaucoup sur la partie chauffage, mais aussi sur la partie eau chaude sanitaire. Après, l'électricité spécifique, ça dépendra plus de comment on est équipé et puis comment on utilise les équipements chez soi. Mais là, je ne rentrerai pas sur ce sujet-là. Moi, je vais me concentrer sur le bâtiment. Et justement, un bâtiment économe en énergie, c'est quoi? Hop. Là, vous voyez les consommations moyennes des bâtiments en fonction, on va dire, un peu de l'année de construction. Donc, on a les bâtiments existants anciens, donc avant 2005, avant la réglementation thermique de 2005. Donc, vous voyez, la fourchette est assez large, mais là, c'est des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. C'est ce qu'on retrouve sur les diagnostics de performance énergétique. Voilà. Pour les bâtiments anciens, on est entre 250 et 450 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an.
si on a un bâtiment qui a été construit donc après 2005, eh bien, on est en dessous de 250. Avec la réglementation thermique, la RT 2012, les bâtiments sont à la construction censés donc être à 50 kWh par mètre carré par an. Après, il y a des modulations en fonction du lieu géographique et de l'altitude. Donc là, pour Dijon, par exemple, un bâtiment neuf, normalement, on est à 60. Et puis après, on peut avoir des bâtiments donc très basse énergie où on peut éventuellement descendre encore plus bas, hein, voire même à énergie positive. Ce qu'on appelle un bâtiment énergie positive, c'est lorsqu'on arrive à produire plus d'énergie qu'on va en consommer dans le logement. Donc grâce à la mise en place d'énergie renouvelable, et plus couramment, hein, c'est souvent du photovoltaïque qui est installé sur des maisons individuelles. Il y a rarement les autres énergies qui vont pouvoir intervenir à ce niveau-là. Donc voilà, donc nous, notre objectif au niveau de la rénovation énergétique, eh ben, c'est d'arriver à peu près au niveau des bâtiments basse consommation de la RT 2012. Alors c'est plus difficile en rénovation qu'en neuf, donc on va se donner un objectif là pour la Côte d'Or, c'est 96 kWh par mètre carré et par an. Donc si on voit par rapport à un bâtiment existant, eh ben, ça peut être une division par 4, voire même 5, la consommation d'énergie par rapport à l'état initial. Si c'est un bâtiment plus récent, bah, ça sera peut-être juste une division par 2, mais ça fera quand même une économie d'énergie intéressante. Donc, où part l'énergie dans un bâtiment? Quelles sont les parois les plus déperditives? Donc là, si je prends l'exemple d'une maison avant 74, donc avant la première réglementation thermique, donc on part du principe non isolé, eh bien, donc une maison de 100 mètres carrés, donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'étais à entre 250 et 450 kWh par mètre carré. Donc si on multiplie ça par 100, eh bien ça fait donc entre 25 000 et 45 000 kWh par an. Eh bien, voilà, les déperditions, ça va être majoritairement au niveau de la toiture. Bon. Voilà, c'est vraiment le premier poste de déperdition. Parce que, comme tout le monde le sait, hein, la chaleur, elle monte déjà. Et puis, si la toiture n'est pas isolée, c'est une zone qui est quand même assez déperditive. Après, on va avoir les murs. Donc, qui arrive juste en dessous, juste derrière, entre 20 et 25% des déperditions. Aussi parce que, alors ça c'est en moyenne, hein, ça va dépendre aussi de la forme de la maison, si elle est sur plusieurs niveaux ou pas. Donc les proportions de surface de mur par rapport aux surfaces de toiture vont bien sûr avoir un impact. Mais là, voilà, on est sur des moyennes. Donc on voit que les murs sont aussi un poste de déperdition important. Et après, on a, même niveau que les murs, hein, on a aussi le renouvellement d'air et les fuites d'air. Donc là, c'est un point sur lequel on peut aussi améliorer, hein, éviter les entrées d'air parasites, bien entendu, on reverra un petit peu plus loin. Mais par contre, il est indispensable qu'il y ait un renouvellement d'air. Donc il y aura toujours des pertes au niveau du renouvellement d'air. Ça sera un des postes où il sera plus difficile d'agir. Mais voilà, si on diminue déjà beaucoup le reste, hein, on peut aussi quand même limiter ça avec un bon système de ventilation. Et par la suite, donc, on a les fenêtres. Les fenêtres, vous voyez que ce n'est pas le poste de déperdition le plus important. Malheureusement, c'est souvent ce qui est changé en premier. Pourquoi c'est ça qui va être changé en premier? Parfois, c'est parce que c'est plus facile de changer des fenêtres que de s'attaquer aux travaux d'isolation. Et puis, parfois aussi, les fenêtres peuvent aussi se dégrader dans le temps. Ça va être plus visible quand ça se dégrade au niveau des fenêtres que lorsque l'isolant qui, lui, est caché dans le mur ou inexistant, hein, on ne va pas forcément le voir qu'il y a des perditions à ce niveau-là. Donc voilà, les fenêtres ne sont pas forcément le poste le plus important, mais souvent changées au début. Et ce qu'on verra, nous, c'est essayer de travailler dans le bon sens, hein, de travailler par étapes et essayer de prendre les étapes les unes après les autres dans le bon ordre.
Après, on voit que le plancher bas et les ponts thermiques ne sont pas des points les plus déperditifs, mais dès qu'on commence à travailler sur les autres, hein, si on isole la toiture, les murs, et puis qu'on va changer les fenêtres, bah forcément, le plancher bas va devenir un point de déperdition qui sera dominant. Donc il faudra aussi penser à le traiter pour avoir un bâtiment efficace. Et le pont thermique, c'est une rupture dans l'isolation, dans la continuité de l'isolation. Je reviendrai dessus un petit peu plus loin, hein, sur un des points à traiter. Donc, on va voir les différentes clés. Alors déjà, une première clé, c'est tenir compte de l'environnement, d'avoir aussi un bâtiment qui soit compact. Donc si on a un bâtiment avec plein d'extensions qui sont un peu dans tous les sens, ben on augmente la surface déperditive, donc on augmente les consommations d'énergie. Donc le fait d'avoir un bâtiment compact est efficace pour avoir un bâtiment économe en énergie. Après, tenir compte de l'orientation du bâtiment par rapport au soleil va aussi avoir un impact. Alors bien sûr, en rénovation, on ne va pas tourner la maison pour la mettre face au soleil, mais si y a des ouvertures qui sont prévues, des choses comme ça, voilà, il faudra en tenir compte. Parce que les ouvertures qui sont au sud permettent d'avoir beaucoup de soleil l'hiver et de pouvoir s'en protéger plus facilement l'été. Avec un débord de toit, une pergola ou des choses comme ça, on pourra plus facilement se protéger des ouvertures qui sont au sud. Alors qu'à l'est et à l'ouest, eh bien, l'été, le soleil est quand même plus bas sur l'horizon. Et du coup, pour se protéger, il n'y aura que les volets ou éventuellement des masques proches avec de la végétation. Mais voilà, c'est aussi un point important. Faire des économies d'énergie, c'est bien, mais aussi tenir compte du confort d'été, c'est aussi important. Donc voilà, déjà, premier point, première clé, donc l'orientation. Après, il y a l'isolation. Donc pour isoler correctement une paroi, eh bien, on va tenir compte de ce qu'on appelle la résistance thermique de l'isolant qui va être mise en place. Et là, vous avez les résistances thermiques conseillées pour avoir donc une bonne isolation au niveau de la toiture. Donc, vous voyez, il faut environ 30 cm d'isolant au niveau de la toiture. Au niveau des murs extérieurs, environ 16 cm. Et pareil au niveau du plancher bas. Après, sur le choix des isolants, c'est assez vaste, hein. Il y a pas mal de choix d'isolants. Si on veut avoir aussi amélioré le confort d'été, eh bien, les matériaux biosourcés type fibre de bois, ouate de cellulose vont permettre de créer un déphasage thermique un peu plus important que les laines minérales ou d'origine synthétique. Et ce qui va permettre d'améliorer le confort d'été grâce à ce déphasage thermique, éviter qu'il y ait des surchauffes importantes dans le logement grâce à ces types de matériaux-là. Donc c'est déphasage mais aussi inertie qui est important pour le confort d'été. Et après, il faut aussi faire attention aux matériaux qui vont être utilisés en fonction du type de mur que vous avez. Si on est sur une maison ancienne avec des murs en pierre, eh bien, il sera important de bien garder l'équilibre hygrométrique à l'intérieur du mur. Donc éviter de mettre des matériaux qui vont bloquer la migration de la vapeur d'eau ou de l'eau sous forme liquide qui peut se retrouver dans un mur voilà, pour éviter que cette humidité reste bloquée à l'intérieur du mur. Il y a toujours des moments où il va y avoir de l'humidité à l'intérieur d'un mur, mais il faut que cette humidité puisse être évacuée voilà, l'été au minimum. Donc il faut qu'il y ait une migration de cette eau qui se fasse correctement à l'intérieur du mur. Et ça, on a plus de problèmes avec les maisons anciennes, avec des murs en pierre, où il n'y a pas de rupture de remontée capillaire, que sur les maisons plus récentes. Donc globalement, on va dire après 48, on a un peu moins de soucis sur les maisons qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est une bonne résistance thermique et des épaisseurs d'isolant suffisamment importantes. Alors l'épaisseur va varier quand même aussi en fonction du type d'isolant, bien entendu. Mais voilà, là vous avez une épaisseur moyenne qui est donnée.
Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ponts thermiques, ça va être une rupture dans l'isolation. Donc là, c'est un bâtiment collectif que vous avez en haut. En haut à gauche, on voit donc la photo de l'extérieur. Et à droite, donc, vous avez une image thermique de la façade. Et en rouge, voire même ça tire un peu sur le blanc à certains endroits, c'est là où vous allez avoir les déperditions de chaleur. Donc là, la façade est plus chaude à ces endroits-là parce qu'on va avoir une rupture dans l'isolation. Donc la maison est isolée, donc on voit elle est isolée sur les deux niveaux, mais par contre, on a une dalle en béton sans rupture de pont thermique et puis des murs de refend qui vont créer des déperditions sur ces points-là. On voit aussi que les menuiseries sont un point faible, mais après, avec des surfaces qui sont aussi moins importantes, c'est pour ça que tout à l'heure, on a vu que les déperditions par les fenêtres, c'était que 10 à 15%. C'est parce que les surfaces de vitrage, elles, sont beaucoup moins importantes que les surfaces de mur. Même si la fenêtre, par elle-même, reste un point faible dans l'enveloppe. Certains thermiciens diraient, il suffit de ne pas mettre de fenêtres, on n'a pas de point faible. Mais bon, qui voudrait vivre dans une maison sans fenêtre? Donc voilà, on met des fenêtres, puis ça économise aussi de l'électricité pour l'éclairage. Voilà, donc ça c'est, on va dire, un défaut de conception. Maintenant, on fait plus attention à ça, on va mettre des rupteurs de pont thermique pour limiter ces ponts thermiques-là. Après, il peut y avoir des défauts de mise en œuvre. Alors, désolé, la photo, on ne la voit pas très bien. C'est la photo d'un bureau. Et dans un angle, il y a, à la caméra thermique, on voit qu'il y a des zones qui sont plus froides. Donc, vu de l'intérieur, quand on voit des zones froides, c'est que le froid rentre à cet endroit-là. De l'extérieur, quand c'est chaud, on voit que la chaleur sort. Donc là, la photo à gauche, on voit qu'il y a un défaut de mise en œuvre de l'isolant. Donc, parfois, il y a des problèmes de conception et d'autres fois, c'est des problèmes de mise en œuvre. Donc il faut faire attention à ce que le projet soit bien conçu et que la mise en œuvre soit faite aussi correctement. Donc toujours sur les ponts thermiques, une des solutions pour les ponts thermiques, donc les ponts thermiques là qu'on voit sur l'image qu'on avait tout à l'heure avec la caméra thermique, ça correspond à l'image de gauche. Donc on voit un mur avec une isolation par l'intérieur. Mais par contre, au niveau du plancher intermédiaire, on a un pont thermique. Mais on peut l'avoir aussi au niveau du plancher bas et au niveau de la jonction entre la toiture et le plancher haut. Si on veut limiter ces ponts thermiques-là, une des solutions, c'est pas la seule, mais une des solutions, ça va être de proposer une isolation par l'extérieur. Donc le fait d'isoler par l'extérieur va empêcher d'avoir un pont thermique au niveau du plancher intermédiaire. Si la jonction entre l'isolation par l'extérieur et la toiture est faite correctement, pareil, sur le plancher haut, on va avoir aussi une réduction du pont thermique. Par contre, on voit qu'ici, là, sur cet exemple-là, au niveau du plancher bas, on ne peut pas totalement supprimer le pont thermique dû donc, au plancher bas. Donc on pourrait, côté intérieur, sur un sous-sol ou sur un vide sanitaire, redescendre un petit peu aussi l'isolant donc sur le vide sanitaire ou sur le sous-sol pour limiter aussi ce pont thermique-là. Point suivant, ça va être au niveau des fenêtres. Et d'ailleurs, quand je parlais des ponts thermiques, il y a aussi la jonction entre l'isolant et la fenêtre, qui est aussi un point important à bien vérifier. Nous, entre autres, à Rénoveco, quand on a des devis, soit de changement de fenêtre ou d'isolation, c'est un des points sur lequel on va appuyer. On va dire qu'est-ce qui a été prévu par l'entreprise pour que la jonction entre les deux se fasse correctement. Et après, le choix des menuiseries, il y a des critères de performance au niveau des menuiseries pour pouvoir les choisir. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on va vérifier. Donc un des principaux, mais c'est pas le seul, c'est le UW. Qui est le coefficient de transmission thermique de la menuiserie dans son ensemble, à ne pas confondre avec le UG qui est uniquement pour la fenêtre, le vitrage. Donc on doit bien prendre en compte pas que le vitrage, mais le vitrage plus la menuiserie qui va avec.
Et donc plus ce chiffre est bas, meilleure sera la menuiserie. Donc on a une valeur de référence de 1,3 voilà, pour avoir une menuiserie qui soit performante. Après, il y a aussi le facteur solaire, que je n'ai pas écrit là, mais ouais, qui est aussi à prendre en compte. Aussi les protections solaires. J'insiste aussi sur le fait, le confort d'été, donc avoir aussi des protections pour éviter que le soleil tape directement sur la menuiserie, pour éviter d'avoir le fameux effet de serre à l'intérieur de la maison. Alors, les menuiseries, c'est un des points sur lequel on a aussi des défauts de mise en œuvre, et plus particulièrement au niveau de l'étanchéité à l'air. Alors, il n'y a pas que sur les menuiseries, pareil, là, sur la photo, ça ne se voit pas trop, mais on peut tester l'étanchéité à l'air d'un bâtiment avec une machine qui permet de mettre en surpression le logement. Donc on va mettre en surpression le logement, on va vérifier en combien de temps la pression va chuter à l'intérieur du logement, et en fonction des valeurs qui vont être relevées, on arrive à déterminer un chiffre qui nous donne un peu la valeur d'étanchéité à l'air du logement. Et quand on fait ces tests-là en surpression, alors ça peut exister aussi en dépression, surpression ou dépression, mais quand on le fait en surpression, on peut mettre un fumigène à l'intérieur de la maison, et du coup on voit par où va sortir la fumée, et voir où sont les défauts au niveau de l'étanchéité à l'air. Et donc là, on voit ici, c'est au niveau d'une menuiserie, d'une porte-fenêtre, où on a un défaut d'étanchéité à l'air. Alors, on peut avoir, au niveau d'une menuiserie, ça peut être un défaut entre ce qu'on appelle le dormant et l'ouvrant de la fenêtre. Donc là, ça veut dire que c'est un problème de réglage de la menuiserie ou de joint. Mais on a aussi parfois des problèmes entre le dormant, donc la partie fixe de la fenêtre, et le mur, parce que la fenêtre n'a pas été posée correctement dans les règles de l'art, en tout cas, en respectant les joints qui doivent être mis, donc des bandes imprégnées qui doivent permettre de faire une bonne étanchéité à l'air entre la fenêtre et le mur. Donc ça, fait partie des points, des problèmes d'étanchéité à l'air qu'on rencontre le plus, mais ce n'est pas les seuls. Sur la photo de droite, on a encore des images thermiques. Donc au milieu à droite, vous avez les prises électriques, qui est aussi le deuxième point d'entrée d'air parasite. Parce qu'on a souvent, dans beaucoup de maisons, alors un peu moins maintenant sur les neuves, mais sur les maisons anciennes, on va avoir souvent le tableau électrique qui va se trouver dans un volume non chauffé, donc au sous-sol souvent. Et toutes les gaines électriques donc, qui arrivent du sous-sol et qui montent dans la maison, eh bien, vont faire des passages d'entrée d'air parasites qu'on peut voir à la caméra thermique. Et même dans certaines maisons, on les voit même à l'œil, parce qu'on a du noir autour de ces prises-là. J'ai déjà vu des maisons où on voyait même à l'œil les défauts, parce qu'il y avait des poussières qui s'étaient déposées à ces endroits-là. Autre point, on peut avoir des coffrets de volets roulants qui sont malheureusement aussi bien connus pour ces problèmes d'étanchéité à l'air et puis aussi même de pont thermique. Mais on peut avoir la jonction en haut à droite, donc toiture, mur, plancher bas, mur, et puis les fenêtres de toit et les trappes d'accès aussi au comble. Qui c'est déjà bien quand elles sont isolées, mais quand elles sont isolées, elles ne sont pas forcément toujours très étanches non plus. Donc voilà, après, il est important d'avoir une maison bien étanche à l'air, avec une bonne étanchéité à l'air pour limiter les déperditions. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, il faut aussi que dans la maison, on ait un renouvellement d'air. Donc il vaut mieux avoir un renouvellement d'air qui soit contrôlé, plutôt qu'un renouvellement d'air par les défauts d'étanchéité. Parce que les renouvellements d'air par défaut d'étanchéité vont créer beaucoup de déperditions. Alors que si on a un système de ventilation contrôlé, ça marche beaucoup mieux. Donc un des exemples les plus couramment utilisés en rénovation, c'est d'installer ce qu'on appelle une ventilation mécanique contrôlée, VMC. Et on part plus... Voilà, en rénovation, souvent sur de la simple flux, donc où on va aspirer l'air
Donc c'est ce que vous voyez en rouge, hein, on va aspirer l'air donc dans les pièces dites humides, donc cuisine, salle de bain et WC, éventuellement buanderie. Donc là on va aspirer l'air humide et vicié, hein, voilà, qui est de moins bonne qualité. Et cet air-là va être renouvelé dans les autres pièces, dans les pièces dites sèches, hein, donc chambre, bureau, séjour. Et donc l'objectif, hein, c'est que la VMC permette donc un balayage de l'ensemble du logement de façon permanente, mais aussi contrôlée. Alors pourquoi contrôler? Parce que quand on a de la ventilation naturelle par défaut d'étanchéité, les anciennes maisons, bah, bon, on a vu hein, les endroits où il peut y avoir des défauts d'étanchéité au niveau des fenêtres, entre autres. Même dans les très vieilles maisons, parfois on voit le jour sous la porte d'entrée. L'extraction se faisait souvent par le conduit de cheminée qui n'était pas étanche non plus. Donc, du coup, on avait un renouvellement d'air qui se faisait de façon naturelle. Le problème, c'est que ce renouvellement d'air de façon naturelle, eh bien, il dépendait beaucoup des conditions atmosphériques à l'extérieur. On avait beaucoup de renouvellement d'air quand il y avait du vent et aussi quand il faisait froid et qu'on chauffait le logement. Parce que quand il fait froid et qu'on chauffe le logement, eh bien on va créer ce qu'on appelle un tirage thermique. Hein. L'air chaud a tendance à monter, donc va partir par le conduit de cheminée, même si ce n'est pas la cheminée qui est utilisée pour le chauffage. Hein. On chauffe avec la chaudière à côté, hein, mais le conduit n'est pas bien bouché. Donc là, lorsqu'il fait froid, on a beaucoup de renouvellement d'air, plus particulièrement quand il fait froid. Et par contre, à la mi-saison, lorsqu'il fait moins froid, eh bien, souvent ce que je dis, quand il fait pas suffisamment froid pour qu'on mette en route le système de chauffage, mais il fait pas suffisamment chaud pour qu'on ouvre les fenêtres, et bien là, on peut se retrouver avec pas suffisamment de renouvellement d'air. Donc un manque de renouvellement d'air va avoir plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est pour la qualité de l'air des occupants. Hein. Si on n'a pas suffisamment de renouvellement d'air, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Hein. On va avoir plus de CO2 le taux de CO2 va augmenter. Mais et tous les polluants qu'il y a dans un logement qu'on peut avoir dans les cols, les textiles, les vernis et tout ça, vont pas être suffisamment renouvelés. Et en plus, on va moins évacuer la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau pose des problèmes aussi pour les occupants, parce que cette vapeur d'eau, si elle arrive sur une zone froide, elle va condenser. Et quand on a une zone de condensation, souvent il y a des moisissures qui vont se développer à ces endroits-là. Donc c'est aussi mauvais pour la qualité de l'air, le fait d'avoir des moisissures. Et après, c'est aussi mauvais pour la qualité du bâti. Le bâti, lui aussi, pour la santé des occupants, mais aussi pour la santé du bâtiment. Parce qu'un bâtiment où il y a trop d'humidité, il va aussi se dégrader beaucoup plus rapidement. Et plus particulièrement, l'isolant. Si on a un taux d'humidité trop important dans l'isolant, eh bien, votre isolant, son pouvoir d'isolant va se dégrader. Donc voilà l'avantage de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée pour que le taux de renouvellement d'air soit à minima constant. Voilà, qu'on a un taux de renouvellement constant, voire même on peut mettre ce qu'on appelle une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable qui va pouvoir moduler le débit de renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité. Donc si on a un bâtiment, si on a un moment dans le bâtiment un taux d'humidité qui est trop élevé, on va augmenter le taux de renouvellement d'air. Et si donc plutôt quand soit on a des usages qui dégagent beaucoup d'humidité, hein, donc on se lave, on fait la cuisine, ou s'il y a beaucoup de personnes dans le logement, le taux d'humidité a tendance à augmenter hein, en fonction du nombre de personnes. Et inversement, donc là, donc si le taux d'humidité augmente, on renouvelle plus. Et inversement, s'il y a peu de personnes dans le logement, eh bien, le taux d'humidité a tendance à diminuer. Et du coup, là, on va pouvoir réduire le taux de renouvellement d'air grâce à un système hygroréglable, ce qui permet de faire des économies d'énergie tout en gardant une qualité de l'air correcte. Voilà. Et une fois qu'on a bien travaillé sur l'enveloppe et la ventilation, et bien là on peut se poser la question de changer le système de chauffage. C'est pas toujours, parfois les personnes qui viennent nous voir, ils veulent changer le système de chauffage. Nous, en général, la première question qu'on va avoir, c'est
d'accord, je comprends que vous vouliez changer le système de chauffage, mais est-ce que vous avez réfléchi à travailler sur l'enveloppe en priorité? Donc s'ils me disent bah oui, j'ai déjà fait l'isolation et tout ça, j'ai dit ok, bon, bah, on va regarder quel système de chauffage vous pouvez mettre. Mais si la maison n'a pas été isolée avant, eh bien on va dire bon, on va reprendre tout depuis le début et puis voilà. Bon, sauf si la chaudière est en panne et puis qu'il y a une urgence de ce côté-là, donc forcément. Mais si c'est pas le cas, on va essayer de reprendre tout depuis le début. Et après, ben, voilà, il y a deux grandes catégories pour le chauffage, soit un chauffage central, soit un chauffage décentralisé. Donc quand il y a déjà un chauffage central, on va toujours conseiller d'essayer de le garder. Malheureusement, ça arrive parfois qu'il y a des personnes qui ont des radiateurs dans la maison et puis qui se disent oh bah, je vais tout enlever, je vais mettre de l'électrique ou je vais mettre juste un poêle. Souvent, voilà. Dans la mesure du possible, on essaye toujours de garder le chauffage central parce que ça permet d'avoir une bonne répartition de la chaleur dans l'ensemble du logement, de garder un bon confort. Et sur un chauffage central, derrière, on peut brancher plein de systèmes de chauffage différents. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors que quand on a un chauffage électrique ou juste des poêles à bois, ben, on est lié à un type d'énergie. Il y a moins de souplesse d'utilisation. Donc le chauffage central est dans la mesure du possible quand il y en a un en place, ben, le garder. Dans certaines rénovations assez lourdes, des maisons qui ne sont pas équipées de chauffage central, j'ai déjà vu des maisons qui sont passées de tout électrique à un chauffage central. Alors c'est pas toujours faisable, mais parfois techniquement c'est pas forcément trop compliqué quand c'est maison sur sous-sol par exemple. Avec un seul niveau au-dessus du sous-sol, ça peut se faire assez facilement avec des coûts qui sont quand même maîtrisés. Bon après, et si on a le chauffage central, bah derrière on a tout type de possibilités, donc bon, bah, du fuel jusqu'au bois, mais en passant par le gaz. Alors chaudière électrique ça existe, mais on n'en voit pas trop, mais voilà. Bah, bien entendu, nous on va essayer de voir ce qui a le moins d'impact environnemental et puis aussi qui est le plus économique pour la personne, donc à l'utilisation. Bien sûr aussi en tenant compte bien sûr du coût d'investissement qui ne sera pas le même entre une chaudière gaz et une chaudière bois granulé par exemple, où là il y a un surcoût à l'investissement. Mais qui peut éventuellement être rentabilisé sur la durée. Si on fait un coût sur 20 ans de la maison, eh bien, on peut se rendre compte que le surinvestissement peut être largement rentabilisé. Donc les différents types de chaudières, la pompe à chaleur, qui elle va consommer de l'électricité. Pour faire fonctionner une pompe à chaleur, le principe de la pompe à chaleur, c'est de récupérer de l'énergie à l'extérieur pour pouvoir donner des calories. On les récupère à l'extérieur pour les transférer à l'intérieur avec un système thermodynamique. Mais pour faire fonctionner ce système thermodynamique, bien sûr, il faut de l'électricité. Alors beaucoup moins que si on est en chauffage électrique direct. Mais voilà, il faut prendre en compte ça. Et la pompe à chaleur peut être très intéressante, mais il faut qu'il y ait quand même un niveau d'isolation minimum dans le logement pour qu'elle fonctionne dans de bonnes conditions. On va déconseiller d'installer une pompe à chaleur dans une maison qui ne sera pas isolée, clairement. Bon. Dans tous les cas, on conseille de faire des travaux d'isolation. Mais si, pour X raisons, les personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas faire certains travaux d'isolation, eh bien, on va leur dire de choisir autre chose qu'un simple système de pompe à chaleur, ou au moins de partir sur une pompe à chaleur qui soit hybride, avec éventuellement une autre avec du gaz ou du fuel, voilà. Si on consomme trop d'électricité, il faut savoir que l'électricité est quand même une énergie qui est chère. On parle beaucoup de l'augmentation du coût du gaz en ce moment, mais le gaz reste quand même moins cher que l'électricité. En nombre au kilowattheure consommé, ça reste quand même moins cher que l'électricité. Et ça risque de le rester parce que même si le gaz il augmente, l'électricité va aussi augmenter. Donc d'un point de vue économique, c'est aussi intéressant de faire attention à ça. Rapidement, le système solaire combiné, ça peut participer, mais il faudra forcément un appoint. Réseau de chaleur, sur Dijon, bien sûr, il y a possibilité de se raccorder au réseau de chaleur, mais c'est plus pour les bâtiments collectifs. Pour l'instant, il n'y a pas possibilité en maison individuelle de le faire. Et puis les systèmes décentralisés, donc bois ou
ou radiateurs électriques, si, en appoint éventuellement, peuvent être intéressants dans certains cas. Et si c'est 100% électrique, c'est le cas dans pas mal de maisons. On a une grosse période de construction de maisons 100% électriques, mais souvent les gens installent un insert ou un poêle à bois parce qu'ils voient très bien que la facture d'électricité peut être assez élevée. Et puis sur le système d'eau chaude sanitaire, je vais passer rapidement, mais voilà, il y a toutes les énergies sont possibles, hein, partant des énergies fossiles jusqu'au système solaire, donc les chauffe-eau solaires individuels qui peuvent être intéressants pour réduire la consommation d'énergie de 70% d'énergie fossile ou électrique. Et les chauffe-eau thermodynamiques, pareil, qui participent aussi à une bonne réduction donc, des consommations par rapport à un chauffe-eau électrique en tout cas. Ça peut être intéressant. Bon, là, on choisit pour bien dimensionner le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et après, bon, j'ai déjà parlé des énergies renouvelables, mais c'est voilà, l'énergie renouvelable, c'est un peu, souvent ce que je dis, c'est la cerise sur le gâteau. Donc il faut avoir déjà faire un beau gâteau en ayant une maison qui soit bien isolée. Un bon système de ventilation, un système de distribution chauffage central qui soit aussi bien pensé. Puis après, alimenter la chaudière par une énergie renouvelable ou mettre un poêle à bois, voilà, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, et ce qui permet aussi bien sûr d'augmenter les économies d'énergie. Pour conclure, pour éviter la passoire énergétique qu'on a à droite, eh bien, il faut déjà combler les trous de la passoire. Donc on va boucher les trous donc, en ayant une bonne isolation, en traitant les ponts thermiques et traitant tout ce qui est étanchéité à l'air. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir il faudra qu'on voie un bon renouvellement de l'air, donc un bon système de ventilation. Et pour finir, uniquement à ce moment-là, on va choisir le bon système de chauffage. Voilà. Un système de chauffage adapté avec éventuellement donc, les énergies renouvelables qu'on intégrera à ce niveau-là. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Sinon, voilà, vous avez les coordonnées donc, de Renoveco. Nous, on est sur le stand... dans cette allée, l'allée de gauche, à ma gauche en tout cas, un petit peu plus loin. Vous pouvez donc retrouver mes collègues qui sont sur le stand. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? C'est souvent les premiers, c'est le plus difficile, mais une fois que c'est parti en général. Oui, monsieur? D'accord. Je vais redire là pour que tout le monde entende bien la question. Donc, monsieur me demande pour l'isolation des combles, au bout de combien d'années doit-on changer donc l'isolation? Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. En fait, ce qui est important, c'est la qualité aussi de la mise en œuvre de l'isolant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étanchéité à l'air. Bon, je n'ai pas pris tous les points, mais des endroits où il y a des défauts d'étanchéité à l'air. Mais en plus de l'étanchéité à l'air, ce qu'on essaye de faire attention, c'est d'éviter qu'il y ait une migration d'eau trop importante entre le volume chauffé et l'extérieur en passant par l'isolant. Parce que quand on a la vapeur d'eau qui passe à travers un isolant, quand il arrive sur une zone froide, donc là, dans votre exemple, c'est les combles perdus. Donc si vous avez une laine, je vais prendre un exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais une laine minérale posée sur le plancher des combles perdus et qui a une quantité de vapeur d'eau importante qui passe parce que l'étanchéité à l'air n'est pas bonne et parce qu'il n'y a pas de membrane frein-vapeur, donc une grosse quantité de vapeur d'eau qui va passer à travers l'isolant. Quand elle va arriver sur la face extérieure de l'isolant, une zone qui va être plus froide, ça va condenser, on va se retrouver avec de l'eau liquide. Et cette eau liquide dans l'isolant, elle va dégrader le pouvoir d'isolation. Et même lorsque ça va sécher l'été,
parce que l'eau, au moment, elle va s'évaporer hein, quand il fera plus chaud. Le fait qu'il y ait eu de l'eau à l'intérieur avec une laine minérale de faible densité, les fibres vont avoir tendance à casser et à se tasser en fait. Donc on va avoir un tassement qui va être beaucoup plus important si la mise en œuvre n'a pas été faite correctement que si ça a été fait bien dès le départ. Donc voilà. Après, quand même pour répondre à votre question, on va quand même commencer à se poser des questions au bout d'une vingtaine d'années. Ça vaut le coup de regarder, et si on voit que voilà, l'isolant s'est tassé, parce que, entre autres par rapport à ces problèmes d'humidité, mais ça peut être d'autres problèmes, hein, là il peut être judicieux de repartir à propre, enfin à neuf. Hein, donc il vaut mieux enlever l'isolant qui est dégradé et de repartir sur une surface propre, et éventuellement justement de refaire l'étanchéité à l'air. Donc dans l'idéal, c'est de mettre un film, un frein vapeur indépendant avant de remettre un autre isolant. Et si ce n'est pas possible, au moins boucher tous les passages d'air qu'il peut y avoir. Et entre autres, dans les combles perdus, souvent, c'est les passages des gaines électriques, des luminaires, hein, des plafonniers, qu'il faudra voir. Donc souvent, c'est des plaques de plâtre, hein, ou pour des maisons plus anciennes, des briques plâtrières avec du plâtre dessus. Mais là, on essaye de reboucher les trous au minimum au plâtre, si on peut pas mettre de frein vapeur, parce qu'en rénovation, l'installation d'un frein vapeur de façon continue, voilà, en bouchant tous les trous, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc plus ou moins 20 ans, mais un isolant posé dans de bonnes conditions, il peut faire le double. Hein. S'il n'y a pas eu de problème d'humidité à l'intérieur, et s'il y a une densité aussi, en fonction de la densité de l'isolant, ça peut aussi améliorer aussi sa durée de vie. D'autres questions ? J'ai pas bien compris votre question. Oui. 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 Alors, c'est dans un bâtiment collectif, j'imagine. Après, les gaines techniques dans les bâtiments collectifs, normalement, ils ne doivent pas être trop ventilés. Bien sûr, il y a la ventilation. Si c'est une gaine technique dans laquelle il y a les conduits de ventilation, bien sûr qu'il y a de la ventilation qui passe. Mais mis à part à l'intérieur de la gaine où on extrait l'air, qui normalement est tempéré, hein, cet air-là, vu qu'elle sort des autres logements, normalement, ça ne va pas être une zone trop froide. Après, si c'est le cas, c'est que c'est un peu trop ventilé, donc il vaut mieux que ça soit isolé, on va dire, aux extrémités, pour éviter, qu'il y ait une bonne étanchéité à l'air qui soit faite aux extrémités de ça, plutôt que chaque logement soit obligé d'isoler cette gaine-là dans chaque appartement, quoi. Voilà. Après, si vous voulez le faire, vous, dans votre appartement, entre la peinture et le papier peint, non, là, je pourrais pas vous dire ce qui sera le mieux. Hein. Éventuellement, mettre une petite couche d'isolant, si c'est vraiment une zone qui ne pourra pas être traitée de façon collective dans des délais raisonnables. Ça peut être une solution, mais vous n'allez pas mettre 15 cm d'épaisseur d'isolant à cet endroit-là, parce que j'imagine que dans la cuisine, ça va sûrement poser des problèmes, ou dans la salle de bain. Parce que c'est souvent dans ces pièces-là que les gaines passent. Voilà, il faudrait plutôt que ça soit vu au niveau de la copropriété, et que le problème soit vu de façon plus globale que juste dans un seul appartement. D'autres questions ? Oui, madame ? Oui, c'est vrai, j'ai fait une impasse sur les VMC double flux, je voulais le dire à la fin. Alors, la VMC double flux peut être très intéressante, hein, parce que ça permet de récupérer les calories de l'air extrait du logement pour réchauffer l'air entrant.
Donc ça, c'est un système qui est intéressant. Mais pour qu'il soit efficace, ce système-là, il faut que l'étanchéité à l'air du logement soit bien faite. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'entrée d'air parasite, déjà. Et en plus, en rénovation, c'est souvent compliqué à mettre en œuvre parce que vous avez vu tout à l'heure, il y avait les gaines qui aspiraient l'air dans les pièces humides. Mais là, il faut installer aussi des gaines dans chaque pièce. Donc il y a un double réseau de gaines. Et du coup, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre dans les logements en rénovation. Alors je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis que c'est compliqué. Et c'est pour ça que souvent on part sur une simple flux hydroréglable qui s'adapte à beaucoup plus de logements. Après, si on veut, si on a la possibilité, parce qu'il y a des hauteurs sous plafond importantes, on peut faire un faux plafond ou c'est une maison de plein pied avec autant pour moi, des combles perdus. Voilà, c'est peut-être une solution. Mais ce qu'il faut éviter aussi, c'est de mettre la VMC double flux dans les combles perdus. On peut faire passer les gaines si elles sont bien isolées. Mais voilà, pour que la VMC double flux soit efficace, il vaut mieux qu'elle soit dans le volume chauffé. Donc pour éviter, voilà, pour que l'échange se fasse correctement. J'avais un chiffre, hein, c'est que si on a une mauvaise étanchéité à l'air du logement, qu'on installe une VMC double flux qui peut avoir en théorie un rendement supérieur à 90%, si on l'installe dans un logement où il y a une mauvaise étanchéité à l'air, le rendement global dans le logement peut descendre en dessous de 50%. Donc vous investissez dans un système qui coûte, je dirais, pour être gentil, 3 à 5 fois plus cher qu'une VMC simple flux. Et du coup, le rendement n'est pas au rendez-vous parce que l'enveloppe du bâtiment n'est pas bonne, quoi. Mais vous avez raison, il y a des aides sur les VMC double flux qui n'a pas... pour ma prime rénov, entre autres, il y en a sur la double flux et pas sur la simple flux. Pour information, d'ailleurs, j'ai ma collègue qui va intervenir après sur les aides financières. Alors, elle ne rentrera pas dans ce niveau de détail au niveau des aides, hein, mais voilà, dans pas longtemps, elle va être là pour vous présenter les aides financières pour faire les travaux que je viens de vous présenter. Il y a des incitations financières au niveau de l'État et aussi de la métropole. Oui. Oui. Ouais. Alors, pour une maison ancienne, donc en pierre, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur isolant, mais je vais vous dire ceux auxquels il faut faire attention en tout cas. Donc surtout, c'est les matériaux synthétiques, hein, type polyuréthane, polystyrène, qui vont poser des soucis au niveau de la migration de la vapeur d'eau et de l'eau liquide. C'est pas des matériaux qui sont capillaires. En plus. Donc voilà, il faut faire attention à ces matériaux-là qui vont perturber la migration de la vapeur d'eau et de l'eau à l'intérieur des murs. Donc on dit que ça perturbe le comportement hygrométrique du mur. Donc c'est surtout ça qui va être, auquel il va falloir faire attention. Après, ça va aussi dépendre si on intervient par l'intérieur ou par l'extérieur, bien entendu. Là, ce serait par l'extérieur. D'accord. Après, par l'extérieur, sur des murs en pierre, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est souvent la fibre de bois. Donc voilà, c'est plus couramment utilisé. Après, il y en a un autre matériau qui est aussi intéressant, parce qu'en plus de ne pas perturber la migration de la vapeur d'eau et d'être capillaire, comme la fibre de bois, et aussi imputrescible, ce qui n'est pas le cas de la fibre de bois, c'est le béton cellulaire. Donc c'est une des solutions qui peut être intéressante. Après, ça fait parfois des épaisseurs d'isolant un peu plus importantes, mais c'est une solution qui a l'avantage d'être beaucoup moins sensible aux problèmes d'humidité, mais avec peut-être des investissements qui sont peut-être un peu plus importants. Ouais. Voilà. Après, je voulais, moi, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, si, madame. Oui.
Alors oui, c'est vrai que après les plaques sont positionnées en général, si c'est une plaque d'isolant, hein, elles sont souvent positionnées avec de la colle, juste au moins pour la position, puis après on a des chevilles mécaniques qui sont mises en place. Donc après, si le mur est... J'ai compris qu'il y avait du relief, hein, mais globalement relativement plat, il n'y a pas de grosses bosses ou des choses comme ça. Non, ça peut quand même se fixer, dessus. Après, on peut utiliser... Il y a aussi la possibilité d'isolant en fibre, plutôt fibreux qu'en panneaux rigides. Enfin, c'est quand même des panneaux... C'est des matériaux relativement rigides, parce qu'après, il faut pouvoir mettre un enduit dessus. Donc la laine minérale existe aussi en isolation par l'extérieur. Elle est moins courante que les matériaux synthétiques, mais ça existe aussi. Après, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur le stand.